Conçu au début des années 30 comme un avion d'affaires à haute performance, le prototype du Bristol Blenheim fut présenté aux Britanniques par l'une de ses vedettes, Lord Rothermere. Ce monoplan révolutionnaire annonçait la fin de l'ère des biplans et, lorsqu'il entra en service en 1937, il était le plus rapide et le plus perfectionné des avions de la RAF. 2 ans plus tard, plus d'1 millier étaient en service et au déclenchement de la guerre, les Blenheim étaient les plus nombreux des avions de la RAF. Comme élément essentiel de la puissance aérienne britannique, le bimoteur était destiné à supporter l'essentiel des premiers combats. Mais avec l'avancée technologique de l'aéronautique, il fut rapidement dépassé en termes d'armement comme de performance par les chasseurs allemands. Les pertes des Blenheim pour les 2 premières années de la guerre furent tout simplement effrayantes. Souvent employé dans des missions pour lesquelles il n'était pas conçu, le Blenheim et ses équipages envoyés en France subirent les pertes les plus élevées de toute la RAF durant toute la Seconde Guerre mondiale. Mais pour éviter de sabrer le moral de la nation britannique, la propagande se concentra sur les chasseurs monoplaces Spitfire et Hurricane, bien plus glamour. La contribution du Blenheim à la cause alliée fut injustement passée sous silence, et dans l'histoire de la guerre aérienne, il fut largement oublié. Cependant, l'avion fut loyal à ses équipages. Il joua son rôle pleinement, autant comme chasseur que bombardier, de jour comme de nuit, et jusqu'à la fin de la guerre. Les succès de cet avion élégant furent nombreux. Il fut le premier avion britannique à franchir la frontière allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale et effectua la première attaque contre un navire allemand, le Admiral Scheer. Il fut le premier avion à participer à une offensive aérienne et le premier à effectuer des missions d'intrusion nocturne. Il permit d'expérimenter le développement du radar embarqué et emporta de nuit le premier radar d'interception opérationnelle. Il coula le premier U-boat et fut le seul avion de la RAF à servir sur tous les fronts au sein de tous les grands commandements de la RAF. Ces équipages firent montre de la plus grande bravoure, mission après mission, affrontèrent leurs ennemis dans des actions parfois à la limite du suicide. La Victoria Cross fut attribuée à plus de pilotes de Blenheim que de pilotes de Hurricane et de Spitfire réunis. Le Bristol Blenheim. En 1933, la Bristol Aeroplane Company annonça l'étude d'un Bristol Type 135, un monoplan rapide capable d'emporter jusqu'à 8 passagers. La construction de cet avion serait entièrement métallique et il serait équipé de 2 Bristol Aquila de 500 chevaux en étoile refroidis par air. En 1934, une maquette échelle 1 était prête à être exposée au Salon de l'aéronautique à Paris, prévu l'année suivante. Entre-temps, Lord Rothermere, propriétaire du Daily Mail, avait gardé un œil sur son grand rival, propriétaire du Daily Express, Lord Beaverbrook. Pour ses voyages d'affaires, Beaverbrook avait commandé le plus récent des avions de ligne légers américains, le Lockheed 14. En réponse, Rothermere décida de se procurer un avion entièrement britannique capable d'établir un réseau européen de vols sans escale entre toutes les grandes villes. Avec une vitesse estimée à 280 km/h, le Type 135 semblait être la machine idéale, mais son autonomie était trop courte. Il approcha les industriels aéronautiques anglais pour qu'ils lui dessinent un avion d'affaires rapide, capable de relier les principales capitales européennes, et ce fut le projet de Bristol qui fut choisi. Ils construisirent un prototype, baptisé Type 142, commandé et financé par Rothermere. Cet avion, pendant les vols d'essai, se montra plus rapide de 75 km/h que les chasseurs en service dans la RAF, ce qui fit sensation. Avec un fuselage modifié, le nouvel avion reçut 2 Bristol Mercury 6 de 650 chevaux à la place des Aquila. Les courses de décollage et d'atterrissage furent radicalement raccourcies par l'ajout de volets sous les ailes.
et la visibilité du pilote était améliorée grâce à des panneaux de perspex sur le nez. La traînée fut réduite en permettant au train d'atterrissage de se replier à l'intérieur des nacelles des moteurs. Au moment du premier vol du prototype, le 12 avril 1935, la vitesse maximum avait été portée à plus de 480 km/h. Ces performances firent sensation, car c'était 80 km/h de plus que le nouveau chasseur de la RAF, le Gloster Gladiator, et 160 km/h plus vite que l'intercepteur Hawker Fury. Le ministère de l'Air réagit rapidement et approcha Lord Rothermere en lui demandant de leur prêter le type 142 pour des essais et des évaluations. Comme secrétaire d'État à l'air à l'époque de Trenchard et du Royal Flying Corps, Rothermere avait été à la tête du premier ministère de l'air entre 1917 et 1918. C'était un patriote fervent qui avait reconnu le potentiel militaire du type 142. Après avoir baptisé le nouvel avion Britain First, il offrit le prototype 142 à la RAF. Il fut livré aux établissements de recherche de Martlesham Heath en juin 1935. Sous l'immatriculation militaire K7557, Britain First commença ses essais en vol et une fois de plus atteint les mêmes performances impressionnantes. Avec une vitesse maximum de 490 km/h, il pouvait atteindre 450 km/h même à pleine charge. Avant même la création de Fighter Command en 1936, l'état-major avait déclaré que des représailles massives seraient la seule défense efficace contre les bombardiers allemands. Donc l'accent étant porté sur la production massive de bombardiers, le ministère de l'Air commença à discuter avec Bristol de l'adaptation du 142 à des missions de bombardement. En août 1935, ils publièrent la spécification B2835 qui demandait la conversion du type 142 en bombardier léger avec un équipage de 3 hommes. Le projet fut désigné Bristol 142M, M pour militaire. Un mois après cette publication, le ministère de l'Air commanda 150 machines directement sur plan. Cette nouvelle version fut appelée Blenheim Mark I. Les modifications du 142 commencèrent sans attendre. Pour aménager une soute à bombe interne, il fut nécessaire de passer d'une aile basse à une aile médiane. L'envergure fut augmentée. Comme sur le Britain First, l'hélice à 4 pales et à pas fixe fut remplacée par une Hamilton à 3 pales et pas variable. La cellule fut renforcée pour pouvoir supporter la charge de bombe et la roulette de queue fixe fut remplacée par une roulette escamotable. Pour faire de la place à un viseur de bombardement et son opérateur, le cockpit fut élargi et du vitrage ajouté sur l'avant, donnant aussi au nez une forme plus anguleuse. On avait une mitrailleuse qui tirait vers l'arrière et le bas, qu'on pouvait utiliser pour le strafing, et éventuellement contre les chasseurs ennemis, ce qui pouvait arriver. Mais on n'avait rien pour se protéger du dessous. On avait bien une tourelle dorsale qui pouvait pivoter sur 180 degrés et un peu vers le dessous, mais c'était vraiment pas suffisant. En dépit de sa vitesse, le Blenheim Mark I était pauvrement armé, et même pratiquement désarmé. Le prototype fut livré à Martlesham Heath et fit son premier vol le 25 juin 1936. Des tests importants furent menés. Après le remplacement des moteurs par les Mercury 8 de 840 chevaux, la version militaire plus lourde arrivait à une vitesse maximale à peine inférieure à celle du prototype 142. Le ministère de l'Air lança la production et en novembre 1936, le premier Blenheim de série quittait l'usine Bristol. La première unité à en prendre livraison en mars 1937 fut le Squadron 114, basé à Wheaton. Malheureusement, le premier avion se retourna lors d'un accident d'atterrissage et fut complètement détruit.
À l'été, le squadron 114 était complètement équipé et leurs Blenheim firent une apparition au meeting aérien de la RAF de 1937 à Hendon. Ce fut une fête épique. On y a fait des attaques simulées contre l'aérodrome et les chasseurs étaient derrière nous. Il ne pouvait nous attraper car il avait été conçu pour être l'avion le plus rapide au monde. Et il l'était. Dans les 18 mois suivants, 16 autres squadrons de bombardiers virent le jour. Et en janvier 1938, le premier squadron, le 30, basé outre-mer en Irak, reçut ses Mark I. Ces avions avaient un équipage de 3 hommes, un pilote, un observateur également navigateur et bombardier, et un opérateur radio-mitrailleur. En termes de vitesse et de complexité, le Blenheim représentait un énorme bond en avant par rapport à ses prédécesseurs biplans, comme le Hawker Hind ou le Hawker Demon. Avec ses volets, son train rétractable, ses hélices à pas variables, les pilotes trouvèrent leur conversion sur Blenheim assez difficile. Les accidents furent fréquents et au déclenchement de la guerre, la RAF avait perdu 10% des Blenheim en service. Plusieurs accidents fatals survinrent alors que les squadrons étaient en pleine transition. J'ai vu pas mal d'accidents à l'atterrissage, trop rapide. Ou au décollage, un avion qui avait pris trop d'angle et qui a fini par décrocher. Il s'est écrasé. Je l'ai vu par la fenêtre, cela arrivait parfois. Et bien qu'étant une machine rapide, il n'avait pas la grande autonomie et les capacités d'emport importantes des autres bombardiers bimoteurs, les Whitley, Hampden et Wellington. Ces chiffres rangeaient le Blenheim parmi les bombardiers légers, mais le rendaient intéressant grâce à sa grande capacité à accepter une grande variété de missions. En décembre 1938, le Blenheim Mark I-F entrait en service comme chasseur à long rayon d'action. Extérieurement, il était quasiment identique au bombardier, mais il avait un pod spécial monté sous le fuselage à la place de la soute à bombe. Le pod contenait 4 mitrailleuses Browning calibre 0,303 fixes, dirigées vers l'avant. Cette configuration n'avait aucun effet sur les performances. Même les 2000 munitions embarquées pour les Browning étaient plus légères que la charge normale de bombe. Quelques 200 Mark I furent modifiés en version de chasse, en utilisant des kits de conversion fournis par l'usine ferroviaire d'Ashford. Ces avions furent affectés à pas moins de 20 squadrons de chasse, 6 squadrons de défense côtière et 4 autres unités d'outre-mer. Lorsque la bataille d'Angleterre commença, moins de 18 mois plus tard, 6 squadrons de chasse équipés de Blenheim se retrouvèrent au sein de la force du Fighter Command. Bien avant le début de la guerre, des recherches étaient conduites pour concevoir une installation radar suffisamment petite pour être installée dans un bimoteur rapide. L'objectif étant de défendre l'Angleterre contre les bombardiers de la Luftwaffe, la RAF prévoyait de développer une force d'intercepteurs capable d'opérer de nuit. Puisque le Blenheim était la seule machine disposant de suffisamment de place pour installer le nouveau système et son opérateur, le chasseur Mark I fut choisi pour cette mission de chasse de nuit. Le radar emporté à bord du Blenheim était le premier radar jamais installé dans un chasseur de nuit. Il n'y avait jamais rien eu de tel à bord d'un bombardier ou de tout autre avion. Et je crois que le tout premier radar d'interception a été utilisé sur le Blenheim Mark I. Tous les chasseurs de nuit conçus par la suite comprenaient un radar. Parallèlement, des tentatives pour transformer le Blenheim en appareil de reconnaissance photo furent entreprises. Mais après la construction d'un prototype PR Mark I, sa vitesse maximum s'avérait être trop basse pour une version non armée. En 1938, la production du Mark I commença à être remplacée par une nouvelle version, le Mark IV. Ayant reçu la désignation type 142L, L pour Long Range, long rayon d'action, le Mark IV était équipé de moteurs Bristol Mercury XV de 920 chevaux. L'envergure et la hauteur restaient les mêmes que pour le Mark I, mais son nez était plus long d'1 mètre, lui conférant une longueur de 14 mètres.
Ce nouvel avion reçut le surnom de Blenheim à long nez. Il y avait deux types de Blenheim, nez court ou nez long. Le nez court était utilisé comme chasseur de nuit. Et il y avait environ 10 squadrons de nez court lorsque la guerre a commencé. Ils ont agrandi le nez pour améliorer la vision pour les bombardements à haute altitude. L'observateur pouvait alors rejoindre le nez afin d'utiliser le viseur pour les bombardements à vue. Une table de navigation était installée sur le côté gauche et le viseur de bombardement du côté droit. En raison de la gêne occasionnée aux pilotes lors des phases de décollage et d'atterrissage et des problèmes d'éblouissement sur le perspex, la verrière du navigateur fut abaissée et incurvée du côté du pilote. Ce nouveau nez est devenu le détail distinctif du Blenheim Mark IV. Bien que ces moteurs plus puissants donnèrent au Mark IV une vitesse de 430 km/h à 11 800 pieds, c'était un tout petit peu plus rapide que le Mark I, qui atteignait 380 km/h au niveau de la mer. Le plafond opérationnel du Blenheim Mark IV de 22 000 pieds était légèrement inférieur à celui du Blenheim Mark I, en raison de l'augmentation de son poids et de la charge de bombe supérieure de 210 kg. Mais le Mark IV avait deux avantages en termes de performance sur le Mark I. L'ajout de réservoirs de carburant supplémentaires dans les ailes, d'une part, augmentait sa distance franchissable de 560 km et, d'autre part, son autonomie de plus de 3 heures. Les premiers Mark IV équipèrent le 90e squadron à partir de mars 1939. À la suite de plusieurs tests sur les premiers modèles produits, un certain nombre d'améliorations furent réalisées. Une plaque de blindage et des réservoirs de carburant auto-obturants furent installés et deux mitrailleuses Browning montées sur la tourelle dorsale en remplacement de la simple Vickers K du Mk1. En plus de la mitrailleuse d'origine tirant vers l'avant, une deuxième mitrailleuse commandée à distance et dirigée vers l'arrière fut ajoutée dans un carénage sous le nez de l'avion. Comme sur le Mark I, une nacelle à canon fut utilisée pour le transformer en chasseur. Une fois de plus, Avro et Roots furent choisis comme sous-traitants. Et cette fois, l'usine Bristol de Filton ne produisit que 10% des 3297 Blenheim Mark IV. Avro réalisa 755 des machines produites en Angleterre, tandis que l'usine de Roots se taillait la part du lion avec plus de 2000 machines sortant des lignes de production de Speke près de Liverpool. En plus de la production anglaise, susceptible d'être interrompue par les bombardements allemands, plus de 1000 Mark IV furent construits au Canada sous licence par Fairchild Aircraft Limited. La version canadienne était nommée Bolingbroke. Alors que le Mark IV a été le plus produit de tous les Blenheim, sa cellule servit de base pour la troisième et dernière variante, le Mark V, dernier membre de la famille Blenheim à entrer en service. Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne déclara la guerre à l'Allemagne nazie. Quelques heures plus tard, un Blenheim Mark IV du squadron 139 décollait pour une mission de reconnaissance dans la région de Wilhelmshaven et le N6215 entrait dans l'histoire comme étant le premier avion britannique à franchir la frontière allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Le lendemain, 10 Blenheim venant de Watisham effectuèrent le premier raid du Bomber Command de la guerre lorsqu'ils attaquèrent la flotte allemande à Schillig. La cible principale de la mission était le croiseur de poche Admiral Scheer, mais en plein jour, la flaque était intense. Les Blenheim lancèrent leur attaque, mais les bombes de 500 livres à explosion retardée n'explosèrent pas et rebondirent sur le pont lourdement blindé du navire. Un bombardier s'écrasa sur le croiseur Emden et 4 autres ne purent rentrer à leur base. Avec 50% de pertes, le raid préfigurait les opérations à venir. 2 squadrons de Blenheim avaient rejoint la France en compagnie de Fairey Battle de l'Advanced Air Striking Force. Et 4 squadrons supplémentaires rejoignirent l'Air Component pour appuyer directement les forces expéditionnaires anglaises. Leur autonomie étant trop limitée pour atteindre les cibles à l'intérieur du territoire allemand,
les deux groupes de Blenheim se concentraient sur les navires allemands. Globalement, leurs attaques ne donnaient pas grand-chose, mais le 11 mars, ils obtinrent cependant un succès notable. Le P-4852, un Blenheim Mark V, bombarda et coula un sous-marin, le U-31, près des côtes d'Irlande. Ce fut le premier succès de la RAF de ce genre. Le 10 mai 1940, Hitler envahit les Pays-Bas et la France, et comme les Allemands contournaient la ligne Maginot, les forces expéditionnaires anglaises se dirigèrent vers la Belgique. Le Fighter Command fut appelé afin d'apporter un soutien supplémentaire, et 6 Blenheim du squadron 600, City of London, tentèrent de détruire l'aérodrome de Valhaven, déjà occupé par les Allemands. Interceptés par une douzaine de Messerschmitt 110, 5 des 6 Blenheim furent descendus. Pendant la bataille de France, les pertes de Blenheim lors d'attaques diurnes atteignirent un niveau insupportable. En seulement 6 jours, le squadron 114 perdit la plupart de ses avions et le 139, 7 de ses 9 avions. Les squadrons 15 et 100 perdirent 50% de leurs effectifs. 11 des 12 Blenheim du squadron 82 furent abattus. En 3 jours, le nombre de bombardiers anglais en France passa de 135 à seulement 72. Rien que pour le 14 mai, 40 Blenheim et Fairey Battle furent perdus. L'emploi de bombardiers légers de jour, quasiment sans escorte de chasse, s'était avéré désastreux. Bien qu'ils soient capables de surpasser les vieux chasseurs biplans de 3915, en 1940, les chasseurs monoplans étaient entrés en service et le Blenheim était totalement dépassé. En attaquant des cibles comme des ponts ou des colonnes de blindés, les Blenheim et Battle subissaient une pluie de feu tirée par les chasseurs allemands. Blindage inadapté, armement défensif désespérément faible et sans escorte de chasse, c'est par squadron entier qu'ils se faisaient descendre. Paul Ritchie, un pilote de chasse du squadron 1 pendant la bataille de France, écrivit à propos de la bravoure des équipages des squadrons de bombardiers diurnes: les gars des Battle et Blenheim de l'AASF étaient de véritables héros. Ils n'avaient aucun des avantages des pilotes de chasse et prenaient 2 fois plus de risques. Ils savaient qu'à chaque décollage, leur chance de revenir était faible, mais ils n'ont jamais reculé ni jamais hésité. On les admirait tous, on les respectait, et notre plus grand regret était que nous étions incapables de les protéger. On a mené des opérations très en profondeur à l'intérieur du territoire hollandais, occupé par les Allemands. Des opérations de bombardement de dépôts de munitions dans les forêts, ou même dans Dunkerque. Je me souviens d'une mission en particulier où on épaulait l'évacuation des troupes à Dunkerque, car les Blenheim étaient à Dunkerque. Pour appuyer les opérations, on est arrivé à 6 avions pour attaquer une maison proche d'une école où on voyait des canons. On avait peur des chasseurs allemands car on ne pouvait pas les voir arriver. On attendait de voir les lumières de leurs tirs. C'était la seule façon de savoir qu'ils étaient là. On a été touchés ce jour-là. On est rentré bien que 3 avions aient dû faire des atterrissages forcés, sans doute parce que leur hydraulique avait été détruite et que leur train d'atterrissage ne pouvait donc plus sortir. Après Dunkerque, les rescapés des squadrons de bombardiers légers rentrèrent en Angleterre pour être réaffectés. Lorsque la France tomba en juin 1940, l'Angleterre était face au risque d'une invasion imminente et les squadrons de Blenheim reçurent 2 missions qui s'avérèrent au-dessus de leur capacité. Mais les avions étaient disponibles en quantité. En l'absence d'une meilleure machine, il n'y avait rien d'autre à envoyer. Pendant la
la bataille d'Angleterre, les Blenheim reçurent la mission de détruire les barges et autres navires en construction dans les ports de la Manche, en préparation de l'invasion de l'Angleterre. Leur second rôle était de bombarder les aérodromes côtiers utilisés par la Luftwaffe pour frapper l'Angleterre. Ces missions étaient effectuées de jour et généralement à basse altitude. Le retour sur investissement fut largement défavorable. Les pertes, une fois encore, étaient énormes. Le 13 août, le Squadron 82 fut chargé d'attaquer l'aérodrome de Aalborg, au Danemark. Et pour la seconde fois, 11 des 12 Blenheim furent descendus. Pendant ce temps, les Blenheim Mark I du Fighter Command furent engagés contre les bombardiers allemands. Pendant la nuit du 22 juillet 1940, un Blenheim 1F de l'unité d'interception de Tangmer descendit un Dornier 17, ce qui était la première victoire aérienne assistée par radar au-dessus de l'Angleterre. Bien qu'il fût le premier avion à importer le très secret radar d'interception, le Blenheim manquait d'autonomie et de puissance de feu pour devenir un chasseur de nuit efficace. Pendant l'hiver 1940, il allait être remplacé par le Bristol Beaufighter, une bien meilleure machine, bien plus rapide. En janvier 1941, la RAF adopta une tactique plus offensive et commença à monter ses premières opérations Circus. Dans le but de détruire le plus de chasseurs allemands possible, les Blenheim furent envoyés à l'attaque des cibles choisies en Europe occupée. Utilisés comme appât, ils étaient escortés par un nombre impressionnant de chasseurs. Le 10 janvier, 6 Blenheim du 114e Squadron menaient le premier Circus lorsqu'ils attaquèrent le dépôt de munitions allemand dans la forêt de Guînes, près de Calais. Les bombardiers étaient escortés par 72 chasseurs. Le résultat de ce circus fut loin d'être aussi bon qu'espéré. Les revendications de destruction de chasseurs allemands furent largement surestimées et les pertes de la RAF s'élevaient au double de celles de la Luftwaffe. Sur une période de 6 semaines, entre juin et juillet, 123 pilotes de chasse de la RAF furent portés manquants. Le 28 avril, 2 groupes de Blenheim commencèrent la première opération Channel Stop. Partie intégrante des opérations anti-navires de la RAF, ces raids étaient conçus pour empêcher les convois allemands d'utiliser le détroit de Douvres de jour. Mais les navires, couverts par la chasse et un grand nombre de flagships, infligèrent aux Blenheim des pertes toujours très élevées. L'opposition était féroce, et lorsque 3 Blenheim attaquèrent un convoi au large des côtes de Hollande, ils rencontrèrent un barrage de DCA venant de 8 navires spécialement affectés à la défense d'un seul pétrolier. En dépit de bien pauvres résultats, avec vraiment bien peu de navires coulés, les raids Channel Stop se poursuivirent l'année suivante. Mais pendant l'été 1941, les Blenheim effectuèrent 2 raids remarquables. Le 4 juillet, 12 avions du 2e groupe attaquèrent le port de Brême de jour et à très basse altitude. Le Squadron 105, conduit par le Wing Commander Hughie Edwards, décolla de Swanton Morley avec une couverture nuageuse nulle. Face à une défense aérienne très lourde, 4 avions furent descendus, mais les dommages causés à Brême, considérables. Pilotant le V-6028 à la hauteur des cheminées, l'avion d'Edwards fut touché plus de 20 fois pendant l'attaque. Des 8 avions survivants, il fut le dernier à rentrer à la base. 20 jours plus tard, le 22 juillet, il recevait la 3e Victoria Cross attribuée au Bomber Command. Formidable courage, détermination et autorité pendant l'opération. Le 12 août, 54 Blenheim du 2e groupe décollèrent pour ce qui allait être et de loin la plus dangereuse de leur mission. L'un des plus formidables raids menés par les Blenheim s'est déroulé en août 1941, lorsque 54 Blenheim furent envoyés attaquer une cible vers Cologne. C'était un des premiers raids à pénétrer aussi profondément dans le territoire allemand. Mais c'était une cible importante. Le souvenir que j'ai de cette mission, comme nous volions à très basse altitude, c'est l'accueil exceptionnel des Hollandais. Les fermiers dans leurs champs qui nous faisaient de grands gestes en voyant nos cocardes anglaises.
Nous réalisions alors ce que ça signifiait d'être en territoire occupé par les Allemands. Et quand cette vague de salut a cessé, mon navigateur m'a dit que nous étions à la frontière entre la Hollande et l'Allemagne. Nous n'avions pas de chasseurs d'escorte. Ceux-ci avaient fait demi-tour en arrivant sur les côtes hollandaises, à cause de leur autonomie de vol insuffisante. Nous avons perdu 12 des nôtres sur les 54 avions à participer au raid. Mais ce fut l'un des plus formidables jamais menés à l'intérieur du territoire allemand. À la fin de 1941, des avions plus modernes étaient entrés en service dans la RAF sur le théâtre d'opérations européen. Les Blenheim du Fighter Command étaient remplacés par le Bristol Beaufighter, tandis que ceux du Bomber Command furent supplantés par le Douglas Boston et le de Havilland Mosquito. La dernière opération du Bomber Command sur Blenheim fut un raid d'intrusion sur Onasbrook, effectué par le Squadron 18 le 17 août 1942. Lorsque l'Italie déclara la guerre à l'Angleterre en juin 1940, le commandement du Moyen-Orient avait une force de bombardement de 14 squadrons, dont 9 volaient sur Blenheim. Ce furent ces machines qui effectuèrent le premier raid contre le nouvel ennemi en attaquant les aérodromes italiens. À cause de l'invasion de la Grèce par les Italiens en octobre, 4 d'entre eux furent détachés afin d'épauler l'armée hellénique. Dans un premier temps, ils rencontrèrent un relatif succès. Mais quand les Allemands vinrent en renfort des Italiens en avril 1941, les Blenheim Mark I subirent de lourdes pertes. Le 13, 6 avions du squadron 2111 attaquèrent les premières colonnes allemandes dans le défilé de Monastir. Interceptés par des Messerschmitt 109, tous les 6 furent abattus. Peu de temps après, le 113 Squadron perdit tous ses avions lorsque la Luftwaffe bombarda sa base de Nyamata. Nous ne cherchions qu'à rentrer chez nous, dans nos squadrons en Angleterre. Mais à cette époque, nous avons été envoyés en Grèce parce que les Italiens avaient attaqué en Grèce et en Albanie. Le gouvernement anglais avait proposé son aide, mais la Grèce ne voulait pas provoquer les Allemands et a refusé toute participation des troupes anglaises. Ils ont toutefois accepté une contribution de la RAF. Donc, quelques squadrons y furent envoyés, et mon unité, qui opérait sur Blenheim Mark IV à long nez et à long rayon d'action, en faisait partie. Nous avons été utilisés pour faire des missions de reconnaissance photo. Nous avons photographié des aérodromes allemands, des concentrations de troupes jusqu'en Yougoslavie et en Bulgarie. Le tout de façon clandestine, pour ne provoquer les Allemands d'aucune manière, de façon à ce qu'ils n'interviennent pas en faveur des Italiens. Et ça a continué jusqu'en mars, lorsque le reste de notre unité nous a rejoints. Nous avons retrouvé une activité normale tout en restant persuadés que les Allemands allaient intervenir d'un moment à l'autre. Nous sommes souvent intervenus dans la zone de combat. C'était assez excitant car on savait que les Allemands allaient attaquer. Ils faisaient de l'espionnage avec les avions civils italiens, comme des touristes. Nous ne devions pas les provoquer. Les Allemands sont passés à l'offensive et une partie de notre squadron s'est installée au nord, sur un petit terrain en herbe d'où ils pouvaient opérer. Ils sont tous morts pendant l'attaque allemande. Alors que les restes de la RAF se retiraient vers l'Égypte, 30 squadrons étaient restés en Crète,
mais furent anéantis lorsque les Allemands envahirent l'île en mai 1941. Depuis le début de la guerre dans le désert, en Afrique du Nord, les squadrons de Blenheim appuyaient la 8e armée anglaise en bombardant les troupes de l'Axe autant que leurs aérodromes. En seulement 6 semaines, les squadrons 13 et 18 avaient perdu 55 appareils. À la suite d'une mission d'appui au sol en novembre 1942, le Wing Commander Hugh Malcolm reçut une Victoria Cross à titre posthume lorsque les 12 Blenheim du squadron 18 furent descendus par des chasseurs Messerschmitt. C'était la 2e Victoria Cross attribuée à un pilote de Blenheim, et elle marquait pour cet avion la fin des opérations de jour dans le désert. La clé stratégique pour interrompre les voies d'approvisionnement de l'Africa Corps de Rommel était l'île de Malte. Des Blenheim supplémentaires venant du 2e groupe en Angleterre arrivèrent pour mener des raids anti-navires contre les convois allemands. Bien que leur taux de réussite fût assez élevé, le prix à payer en avion et en équipage fut une fois encore élevé. Le squadron 107 à lui seul subit 90% de pertes sur une période de 12 semaines. Je me suis retrouvé à Malte avec le squadron 105 et le Wings Commander Hughes comme chef, une fois encore. C'était leur dernière semaine à Malte et j'ai effectué 5 missions avec eux. Ensuite, j'ai été transféré au squadron 109, tandis que le 105 rentrait à la maison. J'étais sergent-pilote à l'époque. 6 semaines plus tard, j'étais monté en grade pour combler les trous dans les effectifs. Nous attaquions les navires, les convois de navires qui acheminaient des approvisionnements vers l'Afrique du Nord. À Malte, l'un de mes grands souvenirs, c'est d'avoir fait une mission de nuit. Il y avait des navires dans un port sicilien très bien escortés, si bien qu'il aurait été suicidaire de les attaquer en plein jour. Alors avec un autre équipage, nous avons mené une attaque au clair de lune et à très basse altitude contre ces navires. Ce fut une mission étrange. Mon précédent vol de nuit sur Blenheim remontait à 6 mois alors que j'étais encore en formation au sein de l'unité de transformation opérationnelle. Et alors que nous volions de nuit pour une mission de combat, j'ai été très impressionné. Il en était de même pour tout mon équipage. J'ai beaucoup de souvenirs de Malte, car nous y exécutions des missions importantes afin de couler les navires qui allaient vers l'Afrique du Nord. Au déclenchement des hostilités en Extrême-Orient, la RAF avait 3 squadrons de bombardiers et un squadron de chasse équipé de Mark I. Lorsque les Japonais envahirent la Malaisie en décembre 1941, les Blenheim du squadron 90 furent les premiers à attaquer. Les 3 squadrons basés là furent littéralement balayés du ciel avant même de décoller. Le 9 décembre, le squadron 60 était en train de se préparer au décollage quand les chasseurs japonais ont attaqué leur aérodrome de Hallorstar. Si le premier Blenheim parvint à décoller, les 11 autres avions furent complètement détruits au sol. Piloté par le flight lieutenant Scarfe, l'avion survivant mena une mission en solitaire, avec succès, mais au moment de rentrer à la base, Scarfe fut blessé mortellement. La 3e Victoria Cross, décernée à un pilote de Blenheim, lui fut accordée le 26 juin 1946. En plus de leur mission en Malaisie, les Blenheim combattirent à Singapour, à Sumatra, à Java, en Birmanie et en Inde. Singapour tombait en 1942 et les unités rescapées furent évacuées vers Sumatra. En février, ils attaquèrent la flotte de débarquement japonaise au large des côtes de Sumatra.
Ils coulèrent plusieurs navires, mais ils étaient bien trop peu nombreux pour empêcher le débarquement japonais. Et finalement, ils durent battre en retraite, cette fois-ci vers Java. L'histoire se répéta encore, et bien que de moins en moins nombreuse, la RAF attaqua la flotte qui faisait cap vers les côtes de Java. Le 1er mars, les Japonais débarquèrent et en moins de 24 heures, les Blenheim survivants du squadron 84 furent tous détruits. Où qu'ils purent opérer en Asie, les Blenheim étaient submergés par les chasseurs ennemis qui leur étaient de plus largement supérieurs. Contre les Zéros, ils n'avaient aucune chance de survie. Vers le printemps 1943, la plupart des squadrons d'Extrême-Orient avaient reçu des avions plus récents et les Blenheim avaient été retirés du service des unités de combat d'outre-mer. Aujourd'hui, le Bristol Blenheim de la Aircraft Restoration Company est le seul exemplaire de cet avion encore en état de vol. Au printemps 1993, le WMZ prit l'air pour la première fois depuis des décennies. Il était le second Blenheim complètement restauré par l'équipe d'ARC. Une erreur de pilotage causa la destruction du premier avion en juin 1987, moins d'un mois après la fin de la remise en état. L'avion et les 12 ans de travail avaient été réduits à néant, l'avion ayant été totalement détruit. Menée par Graham Warner, l'équipe commença à travailler sur le deuxième appareil en janvier 1988. Ils avaient beaucoup appris de leur première restauration, et cette fois, ils se fixèrent l'objectif d'y arriver en 5 ans. En partant des morceaux d'un Bolingbroke, le WMZ fut reconstruit par section, chacune étant restaurée séparément avant d'être assemblée. Le processus de restauration est à la fois laborieux et difficile. Chaque morceau doit être soigneusement démonté, nettoyé et testé avant d'être éventuellement réutilisé. Lorsque les pièces d'origine sont endommagées ou trop détériorées, il faut les remplacer avec des pièces fabriquées spécialement ou dénichées ailleurs. Dans de nombreux cas, les panneaux de revêtement ont été refaits de toutes pièces. Les moteurs Mercury du WMZ ont été reconstruits en utilisant des pièces venues d'autres moteurs. L'ingénieur en chef et pilote pour l'ARC est John Roman. Sous son impulsion, le projet progressa et arriva au moment où les moteurs étaient prêts à être installés sur l'avion. Les moteurs Bristol Mercury sont des moteurs en étoile à 9 cylindres, munis d'un réducteur pour réguler la vitesse de rotation de l'hélice. Dans cette configuration, nous obtenons une puissance de 875 chevaux par moteur qu'on peut pousser à plus de 900, ce que nous ne faisons jamais pour économiser le potentiel de ces moteurs le plus longtemps possible.
Cet avion était le dernier qui restait au Canada, où il faisait partie des avions backup au cas où les usines anglaises auraient été bombardées. Et pour cause, cette usine ayant été bombardée 2 fois pendant la guerre. Il a été utilisé pour l'entraînement avancé au Canada, puis abandonné à l'état d'épave totale sur le bord d'un terrain. Nous l'avons récupéré et rapatrié par bateau. Nous avions remplacé l'essentiel des pièces et du revêtement. Nous avons utilisé 18 moteurs différents pour pouvoir en reconstruire 2 qui marchent. Notre premier, Blenheim, a volé en mai 1987. Malheureusement, il fut totalement détruit dans un accident au bout de seulement quelques semaines. Et le groupe a décidé de recommencer. C'est donc le 2e avion que nous avons reconstruit et il est actuellement le seul en état de vol dans le monde. En avril 1993, l'avion était finalement prêt pour les essais moteurs. Moins d'1 mois plus tard, il y eut la cérémonie de baptême et le premier vol. Sous les yeux d'une foule constituée d'anciens membres d'équipage de Blenheim et d'invités, l'actuel vicomte Rothermere lui donna le nom de Spirit of Britain First. Je voudrais dire combien nous sommes reconnaissants envers Graham Warner, qui reproduit, ou plutôt recrée ce merveilleux avion. Il l'a baptisé à la mémoire de mon grand-père, Spirit of Britain First. C'était le nom qu'il avait donné au premier prototype de cet avion, qui avait été construit afin de prouver que l'on pouvait produire un avion qui surclasserait les avions de la Luftwaffe de l'époque, que mon grand-père avait vu en Allemagne. Which my grandfather had seen in Germany, and which filled him with foreboding. Je voulais aussi les remercier au nom de Lady Atkins, qui est parmi nous. Car cet avion porte les couleurs de celui de son mari, aujourd'hui disparu, et qui fut un des grands héros de cette guerre. Il volait sur un avion, un Blenheim semblable à celui-ci, et dont la mémoire est associée à l'immatriculation de cet avion. Je baptise cet avion Spirit of Britain First. Nous sommes fiers de faire voler cet avion comme hommage aux Blenheim Boys, qui ont été les héros des grands faits d'armes du début de la guerre et des 3 longues années qui ont suivi dans toutes les missions possibles. Attaques de navires, attaques d'aérodromes à basse altitude, comme avions de chasse, comme avions multirôles avant l'heure. Comme l'ont montré les tornados pendant la guerre du Golfe, le Blenheim avait un rôle ingrat et dangereux à tenir. Nous le faisons voler en hommage à ses équipages et dans l'esprit Britain First, comme les Blenheim Boys, si loyaux qui ont souvent sacrifié leur vie. L'équipe actuelle a travaillé très dur pour permettre à cet avion de voler à nouveau et de le conserver en état de vol en hommage à ces hommes. Portant la livrée des chasseurs de nuit du 68e Squadron, il représente l'avion d'un des plus remarquables pilotes de l'ARF, le Wing Commander Max Aitken. Fils de Lord Beaverbrook, il fut crédité de 8 victoires aériennes et devint le seul pilote de la RAF à être opérationnel du premier au dernier jour de la guerre. Lorsqu'il prit le commandement du 68e Squadron après la bataille d'Angleterre, il reçut pour mission de mener à bien les développements des techniques de chasse de nuit opérationnelles de la RAF. Plutôt que de passer sur le nouveau Beaufighter, Aitken préféra garder son fidèle Blenheim WMZ.
Lorsqu'il fut conçu, 60 ans plus tôt, le Blenheim fut pour une brève période à la pointe de son époque. Lorsque la guerre arriva 4 ans plus tard, il en était à l'exact opposé. Face à des avions bien supérieurs, ses équipages payèrent un lourd tribut et ce, jour après jour. Mais ils continuèrent et jouèrent un rôle majeur dans les premiers moments de la guerre, le temps que la différence technologique soit comblée. Le dernier des Blenheim en état de vol au monde, le WMZ, symbolise le formidable courage et la détermination des Blenheim Boys. As far as I'm concerned, it was the greatest. It was, well, I don't know, I wouldn't have missed it for anything. And I don't know of many Blenheim people who would. I don't think you'll find many Blenheim people who say it was a cow of an aircraft or whatever expression I like to use, because, I don't know, I think it was wonderful. It was a beautiful machine to fly. You could turn on a sixpence with it. Lovely turning circle, which was very useful if you met any enemy aircraft. But it was very good indeed. It's been part of nearly half of my life now. Building 2 aeroplanes, this being the second. I love flying it, it's unique, it's the only one there is flying now in the world. And as a team we have a nice time, we enjoy operating it on the airshow circuit, and it's a nice machine to be with.